Ce sujet correspond à la partie économie du développement durable. La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement? L'intitulé est donc très proche de l'énoncé du programme, puisque c'est le suivant. La croissance économique s'oppose-t-elle à la préservation de l'environnement? Pour bien répondre à la question, il faut d'abord la comprendre. Pour cela, il faut mettre en évidence trois types de termes. Les premiers, ceux qui indiquent la nature du travail à faire. Ici, s'oppose-t-elle? Et le point d'interrogation mettent bien en évidence que c'est une question d'énoncé débat. La réponse sera donc relativement simple. On va d'abord, dans un premier temps, commencer par répondre par l'affirmative, puis relativiser, ou bien faire le contraire, répondre par une négative, puis relativiser. Il faut ensuite relever les termes qui indiquent le domaine de connaissance. Ici, c'est croissance économique. On peut définir la croissance économique comme l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues de l'indicateur de dimension, le PIB réel, mais aussi préservation de l'environnement, que l'on peut définir comme la préservation du capital naturel. Et le capital naturel, c'est l'ensemble des ressources diverses de la nature qui sont susceptibles d'engendrer un service productif, les richesses de la mer, du sol, du sous-sol. Il faut ensuite réaliser une délimitation géographique et temporelle. Autrement dit, quels sont les pays et les époques qu'il va falloir traiter dans le sujet. Ici, il n'y a pas de bornage explicite. En revanche, on peut opérer un bornage, c'est-à-dire ne prendre que les pays ou les époques où la problématique du développement durable est devenue cruciale. Autrement dit, on prendra les pays d'éveil à partir des années 70 avec le Club de Rome. On peut maintenant reformuler le sujet. L'augmentation de la quantité de richesses créées et la conservation du capital naturel sont-ils compatibles ou bien contradictoires? On peut maintenant mobiliser les connaissances. Ici, il faut voir les effets de la croissance économique. Certains effets peuvent être positifs, notamment l'augmentation du bien-être pour une partie de plus en plus grande de la population. Cependant, on note aussi des effets négatifs sur le capital naturel. La pollution des espaces naturels, comme l'air, l'eau, le paysage. La disparition d'espèces naturelles, comme les baleines. Mais aussi la raréfaction des ressources naturelles, comme le pétrole ou l'eau. Il y a donc la question de compatibilité entre la croissance économique et la préservation de l'environnement. Or, dans cette question, on va avoir deux écoles radicalement différentes. Les tenants de la soutenabilité faible vont considérer que la régulation marchande va permettre à la fois de concilier augmentation du PIB et environnement préservé. En revanche, les tenants de la soutenabilité forte vont penser qu'il faut choisir entre croissance économique et qualité de l'environnement. On peut maintenant mettre en évidence une ou plusieurs problématiques. La plus simple serait la suivante. L'augmentation du PIB entraîne-t-elle automatiquement une dégradation de l'environnement? On peut essayer d'élaborer une autre problématique plus complexe. La croissance économique est-elle soutenable? Ou bien encore, les quatre capitaux, physique, naturel, humain et social, sont-ils substituables? Puisque la problématique est mise en place, on peut donc commencer à élaborer une première ébauche d'organisation des idées. Dans une première partie, on verra que comme les quatre capitaux sont en partie substituables, la croissance économique et la préservation de l'environnement peuvent aller de pair. Puis, on relativisera en montrant que tous les capitaux naturels ne peuvent être remplacés. Ainsi, la croissance économique et la préservation du capital sont contradictoires. On peut maintenant analyser les documents. Le premier document met en évidence les transformations de la planète au XXe siècle. Toutes les évolutions qui sont apparues entre 1890 et 1990. Par exemple, entre 1890 et 1990, le PIB mondial a été multiplié par 14. On va donc voir les effets positifs qu'a connu la planète au cours du XXe siècle. La hausse du PIB, du produit industriel et de la population. Mais il y a aussi des effets négatifs, notamment sur l'environnement. D'abord,
une utilisation accrue de matières premières énergétiques. Il y a donc un risque de raréfaction. Par exemple, la consommation d'énergie a été multipliée par 13 au XXe siècle. Autre conséquence néfaste, la pollution de l'air. En effet, les émissions de dioxyde de carbone ont été multipliées par 17, celles de dioxyde de soufre par 13 entre 1890 et 1990. Enfin, il y a aussi un risque d'extinction d'espèces animales. En effet, la prise de poissons marins a été multipliée par 35 au XXe siècle. Le document 2, en revanche, met en évidence les effets positifs des écoactivités, puisque ce secteur a une croissance très forte. La valeur ajoutée de ce secteur augmente plus vite que le PIB dans sa globalité. Ainsi, le secteur des écoactivités voit sa valeur ajoutée augmenter de 8,5%, alors que le PIB n'a augmenté que de 1,5%. Ainsi, ces activités créent de l'emploi. 4% d'emplois supplémentaires pour les écoactivités, 0,3% dans le reste de l'économie. On peut donc opérer un lien avec le sujet. Il n'y a donc pas de contradiction entre la croissance économique et la préservation de l'environnement. En effet, des activités qui préservent l'environnement vont aussi assurer la croissance et de l'emploi. Le document 3 présente les émissions de CO2 émises chaque fois qu'est créé 1 million de richesses. Par exemple, en Chine, en 1980, 1 million de dollars de richesses générait 2800 tonnes de CO2 en moyenne. Ce document va nous permettre de réaliser des comparaisons dans le temps et dans l'espace sur les émissions de CO2. On peut d'abord réaliser une comparaison dans le temps. Globalement, il y a une diminution des émissions de CO2 par million de dollars créés. Ainsi, entre 1970 et 2010, pour la Chine, ces émissions de CO2 par million de dollars de richesse ont été divisées par 3. Mais la baisse est différente selon les pays. Elle a été beaucoup plus forte pour la Chine. Les émissions de CO2 par million de dollars de richesse créées ont été divisées par 3, alors qu'aux États-Unis, la division n'a été que de 2. Quel lien avec le sujet? D'abord, on peut tout à fait relier ce document avec la courbe environnement de Tag et Kuznets, qui met en évidence que passé un certain seuil de revenus, les émissions de CO2, la pollution, va baisser. Mais aussi, on peut le relier au rôle du progrès technique. Le progrès technique, grâce à ces innovations, va permettre de réduire les émissions de CO2 par millions de dollars de richesses créées. On a aussi les effets externalités positives du progrès technique. Les pays en développement vont copier les méthodes de production des pays riches, et donc connaître une baisse plus rapide des émissions de CO2 par million de dollars de richesse. Le document 4 met en évidence l'écart de température une année donnée par rapport à la température moyenne entre 1960 et 1990. Par exemple, en 2010, la température moyenne est supérieure de 1,6 degré à la température moyenne de 1960 et 1990. On remarque ainsi dans ce document la réalité du réchauffement climatique. Ainsi, avant 1940, la température moyenne était inférieure à celle de 1960-1990. C'est le contraire. Après 1940, la température moyenne est supérieure à celle de 1961-1990. Et on voit bien que plus les années passent, plus la température moyenne augmente, le réchauffement s'accélère. Quel lien avec le sujet? Ce document montre qu'il paraît difficile de lutter contre le réchauffement climatique sans réduire la croissance, puisque cette augmentation des températures moyennes continue et s'accélère. Les capitaux ne sont donc pas substituables. On ne peut remplacer du capital naturel par du capital technique. On peut maintenant reprendre le plan pour affiner l'organisation des idées, mais aussi mettre en avant les arguments. Dans une première partie, on pourra élaborer un constat. Les conséquences néfastes de la croissance sur la dégradation de l'environnement, ce qui va permettre de poser la question de la soutenabilité de la croissance. Et on pourra donc, dans un premier temps, mettre en évidence que certains capitaux naturels sont substituables. Ainsi, on va pouvoir concilier en partie croissance et préservation de l'environnement. Puis, on va relativiser
en montrant que tous les capitaux naturels ne sont pas remplaçables. Il va donc falloir choisir entre croissance et environnement. Dans la première partie, on va donc démontrer l'effet de la croissance sur la dégradation de l'environnement, et donc se poser la question de la soutenabilité de la croissance. On va ainsi mettre en évidence les effets négatifs de la croissance sur l'environnement, la pollution de l'air, la raréfaction des ressources naturelles, l'extension des espèces, toutes les idées que nous avons vues dans le document 1. Ainsi, la question se pose, la croissance est-elle soutenable? Tout dépend de la quantité du capital, mais aussi de sa composition, puisqu'on distingue 4 types de capital. Le capital naturel, le capital physique, le capital humain et le capital social et institutionnel. L'autre question sera la possibilité de remplacer l'un par l'autre. Ainsi, pour certains économistes, comme les capitaux naturels sont substituables en partie, on peut alors concilier croissance et préservation de l'environnement, puisque la croissance économique va permettre une préservation de l'environnement. C'est la courbe de Kuznets de l'environnement. Passé un certain seuil de richesse, la croissance ne se traduit plus par une dégradation de l'environnement. Quels sont les mécanismes? Comment peut-on expliquer cette courbe de Kuznets? Plusieurs facteurs vont entrer en compte. Premièrement, la régulation marchande. En effet, si le prix des activités non polluantes augmente, il va y avoir création d'activités pour la réduire. De même, la hausse des prix oblige à économiser les ressources rares. Ainsi, les entreprises sont incitées à innover. C'est le rôle du progrès technique qui assure une réduction des émissions de CO2, comme on l'a vu dans le document 3. Ainsi, le capital technique va remplacer le capital naturel. Dernier mécanisme, c'est aussi le changement de priorité de la population du fait de la croissance. C'est ce qu'avait démontré Engelhardt dans les valeurs postmatérialistes. Passé un certain seuil de richesse, la population ne souhaite plus davantage de biens matériels, mais passe à des valeurs immatérielles, notamment l'amélioration de l'environnement. Cependant, tous les capitaux naturels ne peuvent pas être remplacés par du capital technique. Il faut donc choisir entre croissance et environnement. En effet, apparaissent des effets pervers du remplacement du capital naturel par du capital technique. C'est l'effet rebond. Si on arrive à économiser certaines matières premières, au lieu de consommer moins, les gens vont consommer davantage. Ensuite, certains capitaux naturels ne sont pas remplaçables. C'est l'exemple du climat avec le réchauffement climatique. Ensuite, le capital naturel n'a pas que de fonctions économiques, il peut aussi avoir des fonctions sociales et de bien-être. Pour l'introduction et la conclusion, comme toujours, il va falloir élaborer une idée d'ouverture et une idée d'accroche. Pour l'introduction, on peut prendre une idée du cours, ou une idée tirée des documents. Par exemple, on peut prendre l'augmentation de la température moyenne que l'on voit dans le document 1. On peut prendre aussi une idée d'actualité. Par exemple, les accords de Paris signés en 2015 lors de la COP 21. Pour la conclusion, on peut là aussi prendre une connaissance de cours. Quelle mesure est la plus efficace pour protéger l'environnement et donc passer à la question suivante du programme sur les instruments de la politique climatique. Mais aussi, on peut relier une idée d'actualité. Aujourd'hui, la préservation de l'environnement est-elle une priorité pour la population des PDEM, ou bien est-ce le chômage?